Mesdames, Messieurs, bonsoir, merci de votre fidélité. Voici le sommaire de ce journal. Le président Patrice Talon est de retour au pays après une visite d'État en Arabie Saoudite. Le chef de l'État a eu des échanges fructueux avec Sa Majesté Salman bin Abdul Aziz Al Saoud, roi d'Arabie Saoudite. Crime crapuleux à Révier dans la commune d'Abo-Bekalavi. Une jeune fille âgée de 18 ans a été assassinée et enterrée par ses bourreaux. L'un des présumés criminels a été arrêté. José Tonato face à la presse ce mercredi. Le ministre du Cadre de vie a apporté des clarifications sur l'opération de libération de l'espace public illégalement occupé annoncée pour la fin de l'année. Merci de votre attention. Suite de la visite du chef de l'État en Arabie Saoudite, après Jeddah, le président Patrice Talon a reçu un accueil royal à Riyad, à la cour de Sa Majesté Salman bin Abdulaziz Al Saoud, roi d'Arabie Saoudite et serviteur des deux saintes mosquées. Plusieurs sujets d'intérêt majeurs étaient au cœur des échanges entre le souverain wahhabite et le président béninois. Renaud Akabo. Patrice Talon, grand invité de l'Arabie Saoudite et du roi Salman bin Abdulaziz Al Saoud. C'est à la base aérienne privée du souverain wahhabite que l'avion qui transportait le chef de l'État s'est immobilisé dans la soirée du lundi 21 novembre. Point de départ d'une visite haute en couleur, le président Patrice Talon a d'abord été accueilli par son Altesse royale, le prince Faisal bin Banda bin Abdelaziz, émir et gouverneur de la ville de Riyad. L'entretien fort cordial entre les deux personnalités s'est déroulé dans une ambiance détendue. Ce qu'il faut retenir, c'est la bonne santé de notre diplomatie et la perception fort positive que projette le chef de l'État et son gouvernement de la perception que nous souhaitons désormais que l'on ait de notre pays. Dans le cadre d'une visite d'État qualifiée d'historique, le président de la République a été reçu avec les honneurs par Sa Majesté, le roi Salman bin Abdulaziz Al Saoud, dans la matinée du mardi 22 novembre. Entouré des caciques de la cour royale, les deux personnalités ont marqué une convergence de vues sur la nécessité d'un renforcement de la coopération bilatérale. Pour établir une passerelle directe entre l'Arabie Saoudite et le Bénin, le souverain wahhabite a donné son accord pour l'implantation d'une ambassade saoudienne avec résidence à Cotonou. Il a été convenu qu'un souffle nouveau soit donné à nos relations. J'ai plaisir à vous annoncer qu'une nouvelle ambassade sera créée, sera construite ici et que le nouvel ambassadeur sera résident dans notre pays. C'est une décision, c'est une demande du chef de l'État qui, fait assez inhabituel, a été immédiatement acceptée par Sa Majesté le roi. Plus qu'une simple visite d'État, ce déplacement qualifié de très fructueux comportait un large volet économique. Le président Patrice Talon a ainsi saisi l'occasion du tête-à-tête royal pour présenter les opportunités d'investissement qui s'offrent au Bénin dans des domaines structurants et porteurs de prospérité. L'appel du chef de l'État a reçu un écho favorable de la part du souverain wahhabite. Une mission saoudienne d'évaluation est attendue à Cotonou dans les prochaines semaines pour la mise en œuvre et l'opérationnalisation de cette coopération qui s'annonce très prometteuse pour les deux pays. Le roi a ordonné que son gouvernement très rapidement dépêche une mission ici à Cotonou pour que nous puissions explorer les avenues nouvelles qui s'offrent à nous. Il s'agit ici d'infrastructures, d'investissements productifs, il s'agit d'investissements durables qui seront là pour structurer notre économie. En marge de la rencontre avec Sa Majesté le roi Salman, le chef de l'État a eu des échanges avec le ministre saoudien du Commerce et de l'Investissement. Le président Patrice Talon a également exploré des possibilités de partenariat avec le vice-ministre saoudien des Finances ainsi que le vice-président du Fonds saoudien de développement. Cette visite d'État revêt une portée historique selon le chef de la diplomatie béninoise. C'est la première fois, c'est la toute première fois depuis notre indépendance que le roi d'Arabie Saoudite reçoit un chef d'État béninois. À l'issue de cette visite d'État en Arabie Saoudite, le chef de l'État et sa délégation ont mis le cap sur Malabo, la Guinée équatoriale, pour les travaux du 4e sommet
Afrique, monde arabe. Justement, après son périple saoudien, le chef de l'État et sa délégation se sont rendus à Malabo pour les travaux du 4e sommet Afrique-Monde arabe. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération revient ici sur les temps forts de cette rencontre et l'essentiel à retenir de la participation béninoise. À ce sommet, 4e sommet Afrique-Monde arabe, le président a pris part activement aux travaux. Et ce sommet qui était précédé d'un comité ministériel auquel une délégation du Bénin a participé, il a été convenu de redynamiser la coopération entre l'Afrique et le monde arabe. D'ailleurs, le thème de ce sommet est « Ensemble pour la coopération et le développement économique durable ». Ce que le monde arabe voudrait apporter à l'Afrique, c'est cette possibilité de se mettre ensemble, enfin, dans des initiatives concrètes. Vous savez certainement que le Koweït a mis à disposition une enveloppe de 1 milliard de dollars qui doit servir à financer des projets sur la base de ce qu'on appelle premier venu, premier servi, avec des propositions concrètes. Notre pays présentera donc des fiches de projet si cela n'est pas encore fait, puisque cette possibilité était ouverte déjà depuis plus d'1 an. Et le chef de l'État a donné des instructions pour que vérification soit effectuée et que les diligences soient faites pour que nous puissions bénéficier et participer activement à cette dynamique-là. Je dois dire qu'en Guinée équatoriale, le chef de l'État a vu la transformation que ce pays a connue et il s'est entretenu longuement lors du déjeuner avec son homologue, le président de la Guinée équatoriale. Et au cours de ce déjeuner, ils ont passé en revue les diverses initiatives qui existent entre nos deux pays. Ils ont convenu de se revoir très très vite. Et ils ont convenu aussi d'intéresser la Guinée équatoriale à l'un des projets phares que le président essaie de promouvoir depuis l'avènement du régime du nouveau départ. Le président Obiang Nguema a écouté avec beaucoup d'intérêt et a marqué son accord, a dit au chef de l'État qu'il souhaite participer à l'un des projets phares qui lui a été présenté. D'une manière générale, je dois dire en conclusion que le dynamisme, la détermination dont fait preuve le chef de l'État, qui est lui-même le vrai porte-parole de la diplomatie de notre pays, a séduit nos partenaires, les a convaincus, et je dois confesser ici que plusieurs de ces interlocuteurs, en sortant des audiences, nous ont dit qu'ils feraient leur maximum pour se rendre au Bénin très rapidement, explorer avec nous les voies de coopération nouvelles, explorer avec nous les possibilités d'investissement structurants et rentables que l'on peut mettre en place. Cotonou pourrait présenter bientôt un autre visage. L'opération de libération du domaine public évolue normalement, mais avec quelques grincements de dents dans le rang des populations. Le ministre du Cadre de vie et du Développement durable a rencontré les médias ce mercredi après-midi pour revenir sur les enjeux de cette décision gouvernementale. Aboubacar Bakari, Jean-Claude James et Francis Faton. Marquées de la couleur rouge ou verte, ces boutiques ou autres constructions sont à dégager. L'objectif est d'avoir au Bénin des villes durables conformément à l'ODD numéro 11. Mais cette phase du processus est bien la libération des domaines publics. En réalité, il ne s'agit pas de déguerpissement, je l'ai dit, mais plutôt de libération du domaine public pour un développement urbain durable. Cotonou, Porto-Novo, Parakou, Abomey-Calavi, Sémékodji, Ouida, Abomey et Boïkon sont les 8 villes concernées par cette première phase. Pour les 3 institutions en charge de l'opération, à savoir le ministère du Cadre de vie, la préfecture et la mairie, la démarche reste progressive. Privilégier la sensibilisation et la communication pour une libération spontanée des espaces publics concernés. Et en deuxième point, laisser les personnes physiques et morales concernées le temps de s'organiser pour se conformer à la décision
D'où le délai du 31 décembre 2016. Du 15 juin au 31 décembre, nous avons 6 mois et demi. Et le troisième principe, c'est qu'il n'y aura pas d'intervention de l'État avant le terme. Il n'y aura pas d'intervention donc avant le 2 janvier pour la phase de libération contrainte des espaces. Uniquement, si l'État intervient, ce sera uniquement pour dégager ceux qui auront choisi de l'affronter dans cette démarche de libération du domaine public. Et ça, nous ne le souhaitons pas. J'ai entendu dire que devant chaque maison, il y a 2 mètres qui appartiennent. Ce n'est pas vrai. Mais ça ne veut pas dire que ces 2 mètres-là, vous n'allez pas les entretenir. La question de la relocalisation a été l'une des préoccupations des journalistes. En ce qui concerne la relocalisation, 95 voire 100% des gens qui sont concernés sont dans les maisons et exploitent leur devanture. Nous allons relocaliser ceux qui sont sur l'espace public dans les espaces privés, que chacun rentre à la maison. Délai de rigueur 31 décembre 2016 pour cette étape. Mais que se passera-t-il le 2 janvier 2017 ? Ce qui va se passer au-delà du 2 janvier, j'espère qu'au-delà du 2 janvier, ma prière de tous les jours, et je suis sûr que le préfet est d'accord avec moi, que le maire est d'accord avec moi, c'est que le 2 janvier, nous n'ayons aucune casse à faire. Comptant sur le civisme des uns et des autres, chacun va volontairement libérer l'espace public de façon à ce que l'État fasse l'économie des ressources qu'il va encore déployer pour aller casser. La vision de ville durable est résolument en marche et il ne reste que l'accompagnement de la population. Le commissariat central de Cotonou change de main. Lambert Kwasi Ablor cède son fauteuil à Edouard Babatunde Konfo. La cérémonie d'installation de ce dernier a eu lieu cet après-midi à Cotonou. Témoin de l'événement, Martial Guidigan. Je quitte le cockpit de l'appareil du commissariat central pour un autre décollage. Que dis-je, pour un nouveau départ sans rupture avec mes convictions profondes qui consistent à suivre et à privilégier l'intérêt ou l'idéal du service républicain. Le commissaire principal de police, Konfo Babatunde Edouard, sortez des rangs. Cette phrase nous autorise à dire qu'il est parti, le désormais ancien commissaire central de Cotonou, Lambert Kwasi Ablor. Il a passé le témoin à son successeur, Edouard Babatunde Konfo. C'est à l'inspecteur général des services de la police, représentant le directeur général de la police nationale, qu'est revenue la charge de l'installer. À l'occasion, il n'a pas oublié de rappeler les contraintes du commissaire central d'une ville comme Cotonou, contraintes qui vous arrachent tout sommeil. C'est bien d'être commissaire central de la ville de Cotonou. C'est une veille permanente. Il n'y a pas de sommeil. Aux collaborateurs du commissaire central, il a dit que c'est un travail de coproduction. La sécurité, ce n'est pas une affaire d'une seule personne. Non. La sécurité, c'est l'affaire de tout le monde. Il a par ailleurs invité la police nationale à éviter les déviances jusque-là observées. Respectivement, commissaire d'Antokpa, directeur des CRS, commissaire spécial du port de Cotonou, passant par la mission onusienne et tout récemment directeur départemental de la police du littoral, est selon ses collègues la force tranquille, l'intrus qui connaît bien la maison. Il accepte ne pas dormir et lève un petit coin de voile sur sa stratégie. Je miserai non seulement sur les moyens matériels que nous aurons à mobiliser, mais aussi et surtout sur le personnel qui doit accepter se faire former pour se départir des techniques et autres comportements relevant d'un autre temps et d'une autre époque. Mais le plus important pour le personnel reste. Nous vous demandons d'être notre porte-voix auprès des autorités pour leur rappeler que, je cite, « Si nous ne nous préoccupons pas davantage du policier, l'insécurité se propagera comme un cancer. » Avant cette invitée surprise de la cérémonie, le commissaire sortant dit au revoir à ses collaborateurs. Il n'y a aucune tristesse de quitter Bokos, mais j'ai la nostalgie et le chagrin de quitter une famille de collègues.
L'insécurité, une jeune fille élève a été assassinée à Révier ce mercredi matin. Ismaël, 18 ans, élève en classe de terminale, n'a eu aucune chance avec ses assassins. Elle a été tuée et enterrée, mais l'un des présumés tueurs a été arrêté. Koudou Sablaï, Patrick Benou. Traces de sang, morceaux de briques et ce trou dans lequel le corps de Ismaël avait été enterré. À l'extérieur du bâtiment inachevé, des curieux visiblement remontés. Ce qu'ils ont fait pour la fille là, c'est pas bon. Mais c'est les gars, man. C'est les jeunes qui sont dans le quartier. Le présumé tueur, un jeune du quartier, la vingtaine, aurait intercepté Ismaël, jeune élève en classe de terminale, un peu avant 8 heures, alors qu'elle allait acheter des médicaments dans une boutique à moins de 500 mètres du domicile de ses parents. C'était 40 €. Il va faire prière au fils. Bon, ça qui vient de Goudou. Bon, il y a le toboggan de Tobliki. Bon, il y a le Hodo. Il y a le Kokam, Kokapa, il y a l'idée, mon coton de Aboyam Missa Home. Au point de tout la fille, on a appris aussi qu'ils ont enlevé le cœur de la fille. Le présumé assassin a été interpellé et gardé à la brigade de gendarmerie de Révier, prise d'assaut par la population. La haute autorité de l'audiovisuel et de la communication organise des journées portes ouvertes à son siège à Cotonou. C'est une initiative de la 5e mandature. L'objectif est de mieux faire connaître la mission, l'organisation et le fonctionnement de cette institution aux populations. Le lancement officiel de ces journées a eu lieu ce mercredi. Compte rendu, Francis Faton, Cécile Rondet. Déjà 22 ans qu'elle existe, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC, institution qui assure le bon fonctionnement des activités de la presse béninoise, se propose de se faire découvrir au public à travers 3 journées de portes ouvertes. Il ne suffit pas de faire, et même de savoir faire. Il faut faire savoir ce que l'on fait. En effet, la HAC n'est pas un couvent. La HAC ne doit pas être considérée comme un couvent où se concoctent des décisions pour assommer la presse. C'est aussi l'occasion pour recueillir les observations et avis des visiteurs. Nous sommes ici à la salle de monitoring où est installé un dispositif de contrôle des chaînes de télévision, radio publiques et privées. C'est la salle où on visualise les enregistrements sur la télévision et sur les radios. Et les 2 autres racks sont pour les radios. Nous avons 24 radios. Le dispositif est fait de sorte que ça enregistre 24 heures sur 24. Les journées portes ouvertes de la HAC ouvriront de nouveaux horizons et contribueront positivement à une meilleure prise de conscience de chacun de nous tous à l'importance du rôle prépondérant de la HAC à l'ère du numérique dans laquelle nous sommes engagés de façon inéluctable. L'événement se déroule simultanément à Lokossa, Abomey, Parakou et Natitengu, dans les centres régionaux de la HAC. Des stands d'exposition de documents journalistiques et d'articles d'archives sont ouverts aux visiteurs jusqu'au 25 novembre prochain. L'Union fait la nation renforce ses bases dans la commune de Kétou. En fin de semaine écoulée, cette alliance politique a installé des structures locales de sa jeunesse dans la dite commune. Guillaume Avienon, Patrick Guimava. Le siège communal de l'Union fait la nation à Kétou, pris d'assaut par les militants et sympathisants de la formation politique. Depuis la fin des dernières joutes électorales, l'alliance constituée de plusieurs partis politiques tente de renforcer ses bases dans le département du Plateau. Ces responsables viennent en effet installer des structures communales de la jeunesse de l'Union fait la nation à Kétou. Nous encourageons nos jeunes à s'engager résolument, sans cupidité, et avec une solidarité exemplaire dans la recherche de solutions aux problèmes qui les minent, à savoir chômage, sous-emploi, déscolarisation et autres. Nous invitons le bureau qui sera mis sur place à la fin des travaux à ouvrir largement ses bras pour accueillir les autres confrères
désirez rejoindre le groupe car la moisson est abondante. Je pense que vous ne mesurez pas vous-même exactement votre importance. La rupture ne peut pas réussir sans vous. Si vous retournez à l'histoire du Bénin, vous verrez que les jeunes ont toujours joué un rôle capital dans l'évolution du Bénin. La jeunesse est considérée ici comme étant le porte-étendard de l'alliance politique dans la région et ses dirigeants au plus haut niveau voudraient compter sur elle pour des transformations sociopolitiques profondes. La jeunesse UN de la commune de Kétou est maintenant organisée. Elle est debout et elle va travailler avec l'ensemble de la jeunesse du Bénin pour faire du Bénin un pays où il fait véritablement bon vivre. Dans quelques jours, des figures de proue de l'Union fait la nation devraient se déplacer vers les structures naissantes de sa jeunesse à Kétou pour définir des stratégies d'occupation du terrain. Après donc sa rencontre avec les cadres et acteurs politiques du plateau, le député de l'Union fait la nation, Antoine Kolaoleidji, s'est porté vers la jeunesse de la même région. Il a pu réunir une frange de cette jeunesse à Paubert pour des échanges sur le développement du département du plateau. On retrouve Guillaume Avienou et Enoch Adandé. Ils sont venus des 5 communes du plateau pour se retrouver à Paubert sur invitation du député UN de la 22e circonscription électorale Antoine Kolaoleidji. Ces jeunes d'obédience politique diverses viennent écouter un aîné en art de gestion de la cité, désireux de partager avec eux sa vision pour le développement de la région. Il y a eu alternance au pouvoir en avril dernier. Il était normal qu'on se retrouve et qu'on change de comportement. Et pour qu'on ne soit pas toujours être en train de critiquer l'autre, il vaut mieux créer des creusets et permettre à l'autre de s'exprimer. Il est normal de permettre à l'autre de faire des suggestions. Et c'est pour ça que nous sommes là. La rencontre a été une occasion de dialogue sans langue de bois entre seniors et cadets en politique. Au-delà de tout, vous avez un territoire commun. Vous avez un département commun. Vous avez, j'en suis convaincu, un destin commun. Et si vous ne pouvez pas défendre ensemble ce destin commun, vous vous trompez. Je crois que vous l'avez si bien dit tout à l'heure. Autrefois, il n'y en avait pas. Aujourd'hui, il y en a rare, mais pas parce que les femmes n'existent pas. Je ne sais pas comment l'information a été passée. La jeunesse est divisée, c'est un fait. Nous sommes conscients de cela. Mais quelle est la source? Cette division vient d'où? Et c'est en cela que je vous intéresse. J'intéresse nos aînés. Les dirigeants locaux de l'Union fait la nation promettent de multiplier les rencontres de ce genre avec la jeunesse du plateau. À travers celle-ci, ils espèrent pouvoir unir les énergies pour combattre le sous-développement considéré ici comme l'ennemi commun. Le rideau sur la réunion de concertation technique sur le bilan céréalier et alimentaire ex-post 2015-2016 et prévisionnel 2016-2017 des pays de l'espace SILS-UMOA et la CEDEAO. Les participants ont, durant 3 jours, évalué les perspectives alimentaires de leurs pays respectifs. Blaise Adampo, Jules Akouekou. La sécurité alimentaire, une préoccupation pour les pays du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest. Cette rencontre aura permis aux différents experts d'analyser les bilans céréaliers et alimentaires de la période 2015-2016 et de projeter les activités sur la période 2016-2017. De façon globale, nous avons une situation dans notre espace alimentaire et nutritionnel globalement satisfaisante. Alors quand on dit globalement satisfaisante, bien évidemment, ça montre quand même qu'il y a quelques endroits où il y a quelques difficultés qu'il faudrait corriger. Et dans ce sens, au plan de la production agricole, je pense qu'en fait, la campagne a été bonne de façon globale. Et les tendances qui se dégageaient avec la bonne pluviométrie que nous avons eue confirmaient en fait les tendances de production qu'on attendait. 3 jours durant, vous avez eu à examiner des données de production et les bilans céréaliers alimentaires
ex post et prévisionnelle des pays membres. Vous avez également fait l'analyse des perspectives alimentaires et nutritionnelles pour la nouvelle année de consommation. Les différentes communications développées par les experts, que je voudrais au passage remercier, ont été, à n'en point douter, une source de données pertinentes et fiables pour renforcer davantage les capacités d'information des pays du SILS, de l'Afrique de l'Ouest et des partenaires au développement. Au terme de l'atelier, les experts ont émis certaines recommandations à l'endroit des gouvernants pour une meilleure assistance alimentaire dans leurs pays respectifs. Alors maintenant, à l'école Martinelle de Pont-de-Houx, bâtiment défectueux, dalles endommagées, risque d'écroulement, c'est du moins ce que l'on constate à l'école Martinelle de Pont-de-Houx dans le 2e arrondissement de Cotonou. Alors créée en 1980, l'école a bénéficié de 2 modules de classe en 2000, mais actuellement, ces modules de classe sont dans un état désastreux. La vie des jeunes écoliers est exposée. Suivez ici le constat fait par Mathieu Sokenou, Gloria, Oni et Jérôme Moubo. Les murs qui entourent l'école sont en train de tomber. Et partout où vous passez, il y a des fissures. C'est pratiquement tombant. Il aurait fallu seulement d'une touche que vous allez constater par terre ces murs-là. Nous sommes ici à l'école maternelle publique de Pont-de-Houx dans le 2e arrondissement de la ville de Cotonou. Ce bâtiment construit en 2000 constitue aujourd'hui un réel danger pour les enfants et leurs enseignants. Ils étudient désormais dans les escaliers et au rez-de-chaussée. Cette année, lors de notre assise, les parents ont commencé par nous menacer pour dire de tout faire pour que les enfants ne soient pas dans ces conditions. Figurez-vous que nous avons plus de 150 enfants qui se trouvent encore sur le balcon et dans les escaliers. Alors nous sommes obligés d'empêcher les enfants de suivre les cours dans les 2 salles qui sont en haut parce que vous constatez avec moi que la dalle est totalement fissurée et la dalle maintenant s'est affaissée. On ne sait pas quand les choses vont se passer, le drame peut survenir. Depuis 3 ans, les démarches entreprises à l'endroit du ministère des Enseignements maternels et primaires et de la mairie de Cotonou n'ont rien donné. Pourtant, la situation retient l'attention. La situation elle est telle qu'on ne peut pas savoir ce qui peut se passer demain. Soit on rase le bâtiment, surtout au niveau de la dalle supérieure, encore que les piliers qui soutiennent en bas sont en train de s'effriter. Ça veut dire que tout le bâtiment normalement est à reprendre. À défaut de le faire, au moins qu'on nous aide à reprendre la dalle supérieure pour donner un peu de durée de vie au bâtiment. La direction de l'école et l'association des parents d'élèves invitent les autorités et les bonnes volontés à parer au pire. Je leur demande de venir au secours de ces âmes-là, en nous construisant seulement un bâtiment pour pouvoir abriter ces enfants-là, pour leur donner des conditions de travail équitables comme pour les autres enfants. Si rien n'est fait, d'ici la fin des vacances prochaines, la rentrée scolaire 2017-2018 n'aura pas lieu ici. Créée en 1980, l'école maternelle de Pont-de-Houx compte aujourd'hui 314 enfants répartis en 10 sessions, celles des petits et celles des grands. Religion à présent, les fidèles de l'église de Banama étaient en fait le week-end écoulé. Ils ont ensemble célébré le 8e anniversaire de la création de leur église. Gilles Danseau nous en parle. Les fidèles de la mission divine de Banamé étaient en pèlerinage pour des instants de recueillement, de prière et de bénédiction. Une messe solennelle a été dite à cet effet. Rappel historique. Il y a 8 ans, banalement, comme ce fut le cas il y a 2000 ans, on s'est entendu parler de Banamé. Le Bénin, petit pays, ce petit village de Banamé a commencé à porter plus haut le nom du petit Bénin, le nom de ce pays rebaptisé autrefois Dahomey, de la sorcellerie qui a ravagé ce monde. Vous avez eu un nom qu'on appelle Bénin, qui vous donne la juste mesure de ce que vous êtes. À la fin de la messe, les principes de la mission du Banamé ont été rappelés. Les saints du ciel, parce que
Ensemble, ils soutiennent les Dabovi. Ils travaillent. Ils aiment la mission de Gbanamé. Et les Dabovi même le savent. Chers Dabovi, nous allons faire 8 ans. Ensemble, vous et moi. Ça n'a pas été facile. Et ça ne sera pas facile jusqu'au dernier jour, rempli d'événements, riche en couleurs, beaucoup de difficultés, beaucoup de persécutions. Mais nous sommes là, le seul aujourd'hui et jusque dans l'éternité. Gloire est rendue à Dieu pour ses bienfaits. Une mission divine sur terre parmi nous et pour nous, dont personne n'ignore les objectifs. Détruire Belzéboul et tout ce qui se rapporte à son royaume, dont la sorcellerie. Débarrasser l'Église de son Fils, de tout ce qui n'honore pas le saint nom de Dieu. Des instants de partage et surtout d'amour. Eh bien, c'est la fin de ce journal. Avant de nous séparer, le programme prévoit à partir de juste après moi, le match Celtic Glasgow-Barcelone, FC Barcelone, de la 5e journée de la Ligue européenne des champions, et le magazine la SBE à cœur ouvert à 23h. Retrouvez cette édition sur notre site www.ortb.bj. Merci et bonne soirée chez vous et à demain.